Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, quel avenir pour le sport en principauté? Les mesures annoncées en France et à Monaco ont des conséquences sur les entraînements et les championnats amateurs et professionnels. Nous en parlerons avec l'entraîneur des gymnastes de l'Étoile de Monaco, Thierry Heim. Puis nous parlerons tradition. En ce week-end de Toussaint, l'abbé Christian Venard nous expliquera l'importance de cette fête pour l'Église catholique et ses fidèles. Mais avant cela, retour sur les dernières annonces du gouvernement princier. Vous le savez, les mesures ont été renforcées en principauté pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Hier, lors d'une conférence de presse, le ministre d'État et ses conseillers ont détaillé les restrictions qui entrent en vigueur dès ce soir. Jean Castellini précisait dans notre édition d'hier le renforcement du soutien aux entreprises monégasques. Le ministre des Finances et de l'Économie apporte aujourd'hui des précisions concernant les exonérations patronales. C'est une mesure qui est peut-être méconnue, elle existe pourtant depuis l'été, mais c'est vrai qu'elle concernait uniquement les entreprises qui réalisaient au plus 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et par souci d'homogénéité avec la CARE, où le seuil d'éligibilité est de 5 millions d'euros, nous avons décidé ces dernières semaines que pourraient également être exonérées d'une partie des charges patronales les entreprises qui en feraient la demande, qui sont là encore dans les secteurs les plus touchés, tourisme, événementiel, restauration, etc., et qui réalisent un chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions d'euros. Autre décision prise, la fermeture des salles de sport, des piscines et du stade Louis II. Qu'en est-il des autres activités sportives? Nous faisons le point avec le ministre de l'Intérieur, Patrice Elario. La pratique en extérieur, si elle est individuelle, est bien évidemment autorisée. Il n'y a pas de restriction. La seule restriction que l'on impose, c'est que cette pratique individuelle se fasse dans le respect d'une certaine distance par rapport à d'autres personnes qui pourraient également faire une pratique individuelle du sport. Une sorte de dérogation au port du masque pour l'activité physique en extérieur, à condition qu'elle soit une activité d'individus et non pas de groupes constitués. Donc notamment tout ce qui est coaching, la pratique sportive professionnelle, même dans les espaces clos, sera autorisée, mais à huis clos. Et également la pratique pour les sportifs de haut niveau. Ces sportifs ont besoin de préparer des compétitions. En revanche, l'ensemble du reste du sport amateur dans les espaces clos demeure suspendu. De la même manière, dans les établissements scolaires, les cours d'éducation physique et sportive sont suspendus avec une attention particulière que l'on va porter sur le passage du baccalauréat, la préparation du baccalauréat et les épreuves du baccalauréat, puisque en matière d'éducation physique et sportive, il y a des épreuves anticipées. Et donc, on est en train de voir avec le rectorat, la direction de l'éducation nationale voit avec le rectorat quelle est l'organisation que la France va mettre en place par rapport à ces épreuves. Ces annonces concernant l'activité sportive impactent de nombreux clubs en principauté. Pour l'Étoile de Monaco, c'est un coup dur. Fermeture de la salle d'entraînement et décision par la Fédération française de gymnastique de reporter le lancement de la saison en janvier. Elle devait initialement débuter ce week-end. Bonsoir Thierry Heim. Bonsoir Amélie. On l'évoquait, c'est une période assez compliquée pour le sport en principauté avec les nouvelles mesures. Vous n'avez plus accès à votre salle d'entraînement. Effectivement, on a appris hier que la salle fermait ses portes. Et voilà, donc on a pris le deuxième petit coup de bâton, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Malgré le fait qu'il y ait des athlètes de haut niveau dans vos rangs, comment vous allez vous adapter? Comment vont-ils pouvoir s'entraîner maintenant? On va attendre de voir début de semaine ce qui va se passer, s'il y a des dérogations pour les athlètes de haut niveau, et notamment pour les gymnastes qui préparent le top 12 dès janvier. Et voilà, et en attendant, ils s'entraînent à la maison et avec des programmes par visio et par Zoom. C'est comme ça que vous aviez opéré lors du premier confinement? Alors on avait opéré avec des programmes individualisés pour chaque gymnaste et effectivement beaucoup de visio aussi pour les garder, pour garder cette cohésion et qui n'ont plus le fait de ne plus se retrouver ensemble à la salle.
Vous l'évoquiez, hein, l'autre coup dur, c'est le report de la nouvelle saison de Top 12. Hein. C'est vrai qu'on s'en doutait un tout petit peu parce que vu les conditions sanitaires qui commencent à se durcir, on s'est dit que ça allait être compliqué. On s'est quand même préparé à 200%. C'est ça qui est dur parce que se préparer quand il n'y a pas d'échéance, ça fait mal moralement et physiquement parce qu'il laisse un peu de plume. Donc en tout cas, on va faire en sorte de se repréparer pour le mois de janvier correctement. C'est avec les conditions dans lesquelles on aura. Et c'est frustrant parce que vous aviez réalisé une belle saison avant que l'épidémie ne gagne du terrain et vous stoppe dans votre élan. C'est vrai qu'on avait réalisé une superbe saison. C'est vrai qu'on visait le titre de champion de France en top 12, qui était à notre portée. On avait déjà gagné la première demi-finale de 10 points, donc on va dire qu'on avait déjà, on était déjà en finale pratiquement, quoi. Depuis quand vous n'avez pas fait de compétition de gym là? Depuis la fin du top 12, donc depuis le mois de mars. Ça date. Et les championnats d'Europe, eux, vont avoir lieu? Alors les championnats d'Europe devront avoir lieu. Ceci dit, vu les conditions et le lieu actuellement des championnats d'Europe qui se dérouleront en Turquie, c'est un tout petit peu tendu. Voilà, donc au niveau géopolitique, c'est un peu voilà, donc on est en train de voir pour prendre une décision pour d'abord mettre forcément la sécurité en premier lieu. Et après, la nouvelle, c'est que ce championnat d'Europe ne sera pas sélectif pour les Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'il sera pris une décision de ne pas faire les championnats d'Europe pour ne pas prendre de risques vis-à-vis de Kevin et du staff qui partira avec lui, donc Nicolas Polano et moi-même. Kevin Crovetto. Hein. Kevin Crovetto. Merci beaucoup Thierry d'avoir fait le point avec nous et puis on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup Émilie. Le sport à l'arrêt pour certaines disciplines, mais il continue pour d'autres. C'est le cas de la Formule 1. Bonsoir Frédéric Elion, qu'ont donné les qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Frédéric? Pour la première fois depuis 14 ans, la Formule 1 fait son retour sur le mythique tracé d'Imola. Comme chaque week-end, pas vraiment de surprise. Le samedi, avec des qualifications dominées par les Mercedes. Valtteri Bottas a chippé en toute fin de séance la pole position à son coéquipier Lewis Hamilton pour 1/10. Max Verstappen s'élancera en deuxième ligne dimanche devant un excellent Pierre Gasly, 4e. Charles Leclerc partira lui en 7e position. En football, l'AS Monaco reçoit Bordeaux demain à 17 h au Stade Louis II pour la 9e journée de Ligue 1. Avec l'ambition de se relancer, Émilie, après la claque subie à Lyon le week-end dernier. Monaco est en panne de résultats, avec aucune victoire lors des 3 derniers matchs. Meilleur buteur du club, Wissam Ben Yedder refuse de s'alarmer. Pas du tout inquiet parce que la pression fait partie du jeu. Et je pense que voilà, il va falloir se connaître parce qu'il y a aussi des automatismes qui se créent. Il y a de nouveaux automatismes cette saison avec l'arrivée d'un nouveau coach. Et aussi de trouver les automatismes entre nous qui puissent nous permettre de faire. C'est vrai que ça n'a pas été à Lyon, ça n'a pas été contre Montpellier. Aujourd'hui, on doit travailler, on doit continuer à travailler et à bosser énormément pour que ça puisse passer. Aujourd'hui, on travaille, mais je suis confiant et je pense qu'on trouvera la solution à force de travail parce que j'y crois énormément à ça et c'est la clé de la réussite. Monaco-Bordeaux, ce sera dimanche à 17 h, un match qui se déroulera à huis clos, Émilie. On passe à cette lettre ouverte à présent du président de l'AS Monaco Basket, Sergueï Diadeshko. L'AS Monaco Basket espère discuter d'une solution pour la poursuite du championnat de Jeep Elite. Dans cette lettre ouverte, le président Diadeshko exprime son inquiétude. Il affirme l'option de suspendre temporairement le championnat ne fera à mon avis qu'engendrer davantage l'incertitude et d'augmenter le risque de non-reprise et probablement d'annulation complète des compétitions de la saison. Il rajoute qu'il ne faut pas oublier qu'outre les intérêts de nos supporters, nous devons prendre en compte les intérêts des partenaires et sponsors ainsi que du diffuseur TV et des téléspectateurs. En outre, la suspension du championnat professionnel de basketball aboutirait à une inégalité pour les clubs évoluant dans l'arène européenne et les clubs qui évoluent uniquement au sein de la Jeep Elite.
Et en Formule E, le team Rocket Venturi Racing accueille Jérôme D'Ambrosio. Oui, le Belge de 34 ans prend officiellement sa retraite en tant que pilote pour devenir directeur adjoint du team monégasque. Sous la responsabilité de la directrice Suzy Wolff, Jérôme D'Ambrosio apportera sa riche expérience du sport automobile, puisqu'il a participé à toutes les courses de Formule E depuis la création de la compétition en 2014, remportant 3 e-prix. Merci Frédéric. C'est une fête particulière que s'apprêtent à vivre les catholiques. La Toussaint au nord, tous les saints, et la mémoire des défunts le 2 novembre. Que représente ce moment pour les fidèles? Pourquoi cette date du 1er novembre? Pour en savoir plus, nous avons joint le diocèse de Monaco. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Que représente la Toussaint pour les fidèles? Ah, c'est une très belle question puisque la Toussaint, d'une certaine manière, c'est notre fête à tous. Parce que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Alors malheureusement, nous savons que nous ne le sommes pas encore, mais l'Église souhaite, une fois par an, d'une manière particulière, honorer les saints, c'est-à-dire tous ceux, hommes et femmes, qui nous ont précédés et qui sont déjà auprès de Dieu. Alors il y a, j'allais dire, les saints officiels, ceux qu'on trouve dans le calendrier de l'Église, et puis il y a ces millions, ces milliards d'hommes et de femmes qui nous ont précédés et dont nous croyons qu'ils sont aujourd'hui auprès de Dieu. Alors pourquoi cette date du 1er novembre? Il y a une signification particulière? Alors absolument, dans la mesure où c'est un 1er novembre que le pape a décidé d'inaugurer cette église du Panthéon à Rome, donc qui était un ancien temple païen. Alors petit à petit, cette fête du 1er novembre, donc qui marquait l'inauguration de cette église du Panthéon à Rome, s'est répandue à travers toute la chrétienté et on a pris petit à petit l'habitude à partir du VIe siècle de fêter cette fête dans toute l'Europe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que très tôt aussi, alors les chrétiens ont eu l'idée d'adjoindre dès le lendemain, le 2 novembre, une fête pour les défunts. Exactement, pour commémorer les fidèles défunts. Alors c'est parti à l'origine des bénédictins, où dans les abbayes, ils ont eu l'idée de prier pour tous les frères moines qui étaient morts le lendemain de la fête de la Toussaint. Et si vous voulez, l'explication, c'est que le jour de la Toussaint, on honore, on commémore tous ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu. Et le lendemain, on prie pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés tout à fait dans la gloire de Dieu, qui sont en attente, qui sont déjà morts, mais qui sont en attente, ce que nous, chrétiens, nous appelons le purgatoire, qui attendent d'arriver auprès du bon Dieu. Et alors, on prie spécialement pour eux. Une fête que l'on appelle aussi la fête des morts. Exactement, c'est ce qu'on appelle, alors en termes techniques, la commémoration de tous les fidèles défunts, qu'on appelle plus communément la fête des morts, et qui a donné lieu à beaucoup d'activités, beaucoup de traditions dans nos régions, notamment celle d'aller fleurir les tombes des défunts en pieux souvenir de ceux que nous avons aimés, qui nous ont précédés. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Monseigneur David, l'archevêque de Monaco, a souhaité demain présider la messe donc le 2 novembre pour la commémoration des fidèles défunts, le lundi 2 novembre à 10h30 à la cathédrale, et en y donnant un accent particulier après l'horrible attentat de Nice, où l'archevêque a souhaité que nous prions non seulement pour tous les fidèles défunts lundi à la cathédrale, mais aussi d'une manière toute spéciale pour les victimes en général des attentats, et plus particulièrement ces 3 victimes de l'attentat de Nice. Mon père, vous parlez de l'archevêque de Monaco. Comment va Monseigneur David? On le rappelle, il avait été testé positif à la Covid-19. Eh bien écoutez, ces nouvelles sont excellentes. Il a effectivement donc contracté la Covid-19 lors d'un voyage à Paris, et il a été très bien suivi par les autorités sanitaires monégasques, et il a suivi de près la quatorzaine comme tout le monde. Donc il a vécu à l'archevêché, se tenant évidemment toujours bien informé de tout ce qui se passait. Il a eu un certain nombre de symptômes assez classiques, et aujourd'hui je peux dire qu'il est en pleine forme et qu'il reprend donc ses activités. Dès demain,
le jour de la Toussaint par la messe solennelle de la Toussaint, et puis donc lundi par cette messe solennelle pour les fidèles défunts, à laquelle d'ailleurs se rendra le souverain. Et mon père, une précision, ces messes vont se dérouler comme depuis le début du déconfinement, dans le respect des mesures sanitaires. Hein. Tout à fait. Donc toutes ces messes, ainsi que celles qui peuvent avoir lieu dans les différentes paroisses de Monaco, peuvent continuer dans le cadre des nouvelles restrictions, avec bien sûr toujours, et combien plus encore, avec le respect strict des règles sanitaires qui étaient déjà en vigueur, mais sur lesquelles, j'allais dire, on portera encore plus d'attention aujourd'hui face à la crise qui nous menace tous. Merci beaucoup Christian Venard d'avoir été avec nous ce soir et bonne fête de la Toussaint. Merci à vous. Et la Toussaint revêt bien des traditions. C'est aujourd'hui également que l'on célèbre Halloween, un moment où les enfants et les plus grands choisissent de se déguiser en personnages effrayants. Et vous, allez-vous fêter Halloween dans le contexte que nous connaissons tous? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. Halloween, on va le souhaiter comme on peut. J'espère avec joie pour les enfants. Et puis c'est tout, parce qu'en ce moment, c'est pas l'Amérique. Ouais, pour les enfants, mais à un moment, il faut aussi que tous, on travaille dans le même sens. On ne peut pas faire pour les enfants et pour... Enfin, je sais pas, c'est chacun a sa façon de voir, mais peut-être c'est quelque chose à faire collectivement. Effectivement, je pense que si on peut éviter, c'est mieux. On va quand même le fêter, on va peut-être regarder un film ou faire un peu des petits gâteaux enfin, sur le thème d'Halloween. À Monaco même, vu que c'est pas confiné, pourquoi pas, c'est une fête qui est... c'est une belle fête. Je vois pas l'intérêt de le faire pour le regroupement. Non, je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je sais pas, vu qu'on peut plus beaucoup inviter des personnes, donc ça va être compliqué. Après, c'est difficile à expliquer aux enfants, je pense que c'est beaucoup de sacrifices qu'on leur demande, donc je sais pas. C'est un compromis qu'on doit accepter pour cette année, je pense. C'est mieux de ne pas les faire pour la sécurité, mais ça pourrait être bien de les faire en famille. Avis mesuré et prudence donc de la part des personnes interrogées. Année après année, l'intérêt pour fêter Halloween a pris de l'ampleur. Nous avons pu le constater au parc Princesse Antoinette aujourd'hui. Avec vous, Alexandra Pani. Oui, Émilie, on constate un fort engouement auprès des plus jeunes, mais aussi auprès des parents. Depuis 10 ans, le parc Princesse Antoinette accueille les enfants déguisés, bien entendu, pour une chasse au trésor. Et là, j'ai avec moi un dinosaure et un sorcier. Comment ça se passe pour vous, les garçons? Ça va. Pourquoi tu t'es déguisé? Pourquoi tu as ce beau costume de dinosaure? Parce qu'il faut déguiser comme ça. Pour faire la chasse aux bonbons. Et vous avez déjà récolté des bonbons? Oui, mais moi j'en ai déjà. Et mon panier. L'événement affiché complet cette année, une quête endiablée de bonbons pour les enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Monaco. C'est qu'en fait il faut suivre le chemin et aussi il faut colorier. Je suis en train de chercher l'ami disparu de Halloween. C'est une fête où tu te déguises et tu cherches des bonbons. Des Dracula, des sorcières, mais aussi des petits lapins tout mignons. Il y a beaucoup de choix pour les costumes. Émilie, vous l'aurez compris, il va falloir que j'aille trouver le mien si je veux moi aussi gagner des bonbons. Oui, et pensez d'ailleurs à en ramener pour vos collègues de la rédaction, Alexandra, merci. Frédéric Hélion, autre rendez-vous que nous affectionnons particulièrement, le village de Noël. Il ne pourra pas être organisé dans son format habituel cette année. Une décision prise par la mairie de Monaco en raison du contexte sanitaire actuel et compte tenu des contraintes d'organisation qui en découlent. Le format sera donc très réduit cette année du 4 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 4 attractions destinées aux enfants seront installées, la pêche au canard, le traditionnel carrousel, un nouveau manège balade en caribou et un dernier en forme de sapin. Cette zone sera d'ailleurs décorée de sapins naturels. Enfin, un chalet proposera des crêpes et des gaufres à consommer uniquement sur les tables mises à disposition. Cet espace sera en libre accès avec port du masque obligatoire. La patinoire devrait également ouvrir ses portes le 4 décembre.
Pas d'annulation donc pour le village de Noël. Le concert de demain à l'auditorium Régnier 3 est lui aussi maintenu. Effectivement, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo prévu demain à 18 h aura bien lieu dans le strict respect des mesures sanitaires. Compte tenu des restrictions prises en France, le concerto pour violon de Max Bruch ne sera malheureusement accessible qu'aux résidents de la Principauté. Toutefois, afin de permettre à un large public de profiter de ce concert, une diffusion audio en direct sera proposée gratuitement sur le site opmc.mc. A contrario, malheureusement, d'autres événements n'auront pas lieu, Frédéric. Oui, Émilie, notamment le Monte-Carlo Jazz Festival, la 15e édition qui devait se dérouler du 16 au 27 novembre est annulée en raison des dernières mesures instaurées en Principauté. Les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leurs revendeurs pour procéder au remboursement. Et le musée océanographique va lui fermer ses portes. L'annonce est tombée hier en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Le musée océanographique sera fermé du 3 novembre au 1er décembre. Merci Frédéric, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour découvrir la nouvelle activité au musée océanographique avant sa fermeture pour un mois. Il s'agit d'un escape game en lien avec l'histoire du prince Albert Ier. Vanessa Dessy a suivi un groupe d'enfants venus se mesurer à cette course contre la montre palpitante. Vivre un voyage spatio-temporel à bord du Princesse Alice, le célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier, c'est désormais possible grâce à la nouvelle activité du musée océanographique. Il s'agit d'un escape game, une animation dans l'air du temps, innovante et ludique, qui valorise de plus l'histoire du temple de la mer. On a pu, en collaboration avec Iris Game, mettre en place cette aventure qui transporte les visiteurs au début de 1900 sur un des bateaux du prince Albert Ier. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent vivre cette aventure dans un lieu un peu éloigné, tout en restant bien dans le présent et en pouvant avoir la possibilité de continuer l'aventure en visitant le premier étage du musée. En sortant, les enfants sont partagés entre le sentiment de fierté et celui de n'avoir pas pu surmonter quelques difficultés sur le parcours. Ça a été très dur. C'était très stressant parce que Louis avait perdu les affiches transparentes. Ça m'énervait. C'était pour moi un peu stress parce que je voulais sortir. Le plus difficile, c'était les cadenas. Je pense qu'on a vraiment eu du mal sur le travail des encres parce que c'était dur. On a eu du mal. J'ai trouvé le moins de choses. Mais c'est grâce à moi aussi que j'ai trouvé le code. Oh, on peut vous applaudir. Et je vous le rappelle, comme annoncé tout à l'heure par Frédéric Hélion, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le musée océanographique fermera ses portes à partir de mardi jusqu'au 1er décembre prochain. Passons à présent à notre traditionnelle chronique du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Céline Sabine vous fait découvrir ce soir Térébenthine, un ouvrage de Carole Fives dans lequel jeunesse et art sont à l'honneur. Carole Fives nous avait profondément touchés il y a 2 ans avec son livre « Tenir jusqu'à l'aube ». Elle revient cette année avec Térébenthine. Au début des années 2000, 3 jeunes étudiants de l'école des Beaux-Arts se retrouvent confrontés au mépris de leurs professeurs et du monde de l'art pour la peinture. Mais ces jeunes passionnés vont se battre et résister contre le diktat du marché de l'art contemporain. Nous suivons ainsi leur trajectoire dans ce roman engagé, mais aussi sensible, qui, au-delà de parler du monde de l'art en général, questionne le processus de création, la place des femmes artistes, ainsi que la résistance à l'ordre imposé. L'auteur, qui a enseigné les arts plastiques avant d'écrire, sera l'invitée de la médiathèque en mars, et ce sera l'occasion pour elle de nous dire comment les arts peuvent être complémentaires. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche, Frédéric ? Un ciel bien chargé le matin, Émilie, avec une faible possibilité d'averse, puis quelques éclaircies dans l'après-midi. La minimale sera de 13 degrés. L'après-midi, le thermomètre affichera 15 degrés.
Le soleil se lèvera à 7h05 pour se coucher à 17h22. Dimanche 1er novembre, nous fêterons la Toussaint. La Toussaint que nous avons évoquée avec l'un de nos invités, l'abbé Venard. La Toussaint qui correspond également à Halloween. Michael Alési a immortalisé les petits monstres au parc Princesse Antoinette aujourd'hui. On se quitte avec ces photos et je vous donne rendez-vous demain pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.